Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et boum, le co-main event de l'UFC Paris, c'est Manon Fiorot contre Rose Namajunas. J'ai même pas besoin de faire une intro pour vous chauffer pour ce combat de folie. La pépite française rencontre l'ancienne championne de la division du dessous et la gagnante prend le title shot. C'est aussi simple que ça. Techniquement, c'est absolument palpitant. On vous l'analyse avec Brian sur Fight Minds. Manon Fiorot contre Rose Namajunas, c'est maintenant. Salut Brian, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Chris? Ça va très très bien. Alors, on va parler de Manon Fiorot contre Rose Namajunas, notre co-main event de l'UFC Paris. Tout d'abord, comme d'habitude, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce combat? Alors moi, c'est toutes les interrogations qu'il y a sur ce combat, surtout autour de la montée de catégorie de Rose Namajunas. Mhm. Et il y a un autre aspect qui m'intéresse énormément, c'est la gestion, enfin l'aspect mental sur ce combat de la part vis-à-vis des deux athlètes. Je pense que sur le plan mental, sur le plan de la pression, euh, de manière complètement différente, elles vont devoir gérer certaines choses. Et ça m'intéresse aussi. Ah, c'est chouette, on va avoir un angle de discussion un peu différent de d'habitude par rapport à ça. Et c'est vrai que ça faisait partie de mes points également. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en plus de tout ça dans ce combat, c'est tout tout le département des déplacements. Je pense que les deux ont des déplacements très intéressants et je suis très hâtif de voir comment ça s'imbrique l'un dans l'autre et d'un point de vue stratégique aussi, ce qui sera mis en place justement pour un peu contrer la qualité de déplacement que les deux peuvent apporter une fois qu'elles rentrent dans la cage. Alors je vais suivre avec une question très très bizarre, mais est-ce que tu as Neric? Non. C'est normal parce que j'ai Neric. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. C'est officiel, on rentre en partenariat avec Unibet et on est vraiment super content parce que ça va pouvoir nous offrir et nous ouvrir de belles portes pour la suite du développement de la chaîne, vous offrir de nouveaux formats, professionnaliser la chaîne. Donc on remercie Unibet pour leur confiance, mais on veut aussi insister sur quelque chose de très important vis-à-vis des paris, c'est le côté responsabilité. Il faut vraiment le faire de manière responsable et de manière récréative. Je pense que ça, c'est le mot-clé quand on s'engage dans ce monde-là, c'est de s'assurer de le faire de manière récréative. Donc, budgéter ce que vous êtes prêt à mettre. Il faut que ce soit des sommes voilà, qui paraissent minimes par rapport à vos revenus et à vos gains, on va dire. Et vraiment le faire avec un aspect de je le fais pour jouer, pour m'amuser, parce que ça rajoute un petit élément d'adrénaline quand je regarde les combats. Et c'est ça qui me permet de encore plus apprécier les combats. Brian, je ne sais pas si toi tu paries de manière générale dans la vie ou si tu as un avis par rapport à l'angle à prendre dans ce monde-là. Non, moi je ne parie pas parce que bah, j'ai pas l'habitude ni quoi que ce soit, mais en tout cas, si je le faisais, je pense que je ferais comme toi, je verrais vraiment le truc comme voilà, je sais pas, je dépense 50 € par mois, comme si je m'inscrivais à une salle d'escalade, tu vois, et c'est mon abonnement, et cet argent-là me permet de me faire plaisir, et puis c'est tout, quoi. Ça serait de cette manière-là que je l'approcherais en tout cas, et non pas, ah, j'ai 300 €, si je parie là-dessus, je peux faire 3000 € ou des trucs comme ça. Ça, je pense que dès que vous commencez à réfléchir comme ça devient très dangereux. Bah, exactement, il faut vraiment le faire avec professionnalisme aussi, avec Mmh. réflexion. Et en fait, ça permet. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à analyser les combats. En fait, c'est en mettant des petites sommes. Je vais pas mentir. La première année, c'était en 2016. J'ai mis 10 € le 1er janvier et je m'étais dit si je perds les 10 €, je remets pas jusqu'au 1er janvier 2017. C'était ma vision. On fera peut-être une vidéo à part pour les comment parier, quel angle prendre, mais je pense que c'est ça qui m'a amené à être aussi pointilleux dans mes analyses. C'était vraiment ok, je vais mettre 1 € sur ce combat, mais j'ai pas envie de le perdre, donc je vais analyser les deux et je vais voir un peu sur qui je le mets. Et en plus de ça, ça me donnait justement ce petit côté stress en plus pendant le combat. C'est ah, je veux gagner 1,50 € et donc voilà. Donc tous ceux qui sont intéressés, bah, maintenant qu'on est officiellement en collaboration avec Unibet, on vous met en lien en commentaire avec un code promo FIGHTM que vous pouvez utiliser pour avoir des petits bénéfices en plus. Et maintenant, on est parti dans l'analyse Rose contre Manon. Tant qu'on parle de ça, est-ce qu'on commencerait par... Oui, on va commencer par ça, les pronostats, comme on fait d'habitude. Donc, pronostats.
On est à 1,47 sur unibet.fr, justement, du côté de Manon Fiorot, qui est favorite. Et on est à 2,60 du côté de Rose Namarunas, ce qui nous donne un 65-35. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le côté favori? C'est quoi? On est au-dessus de favoris modérés et on se rapproche de gros favoris pour la française. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, personnellement, je voyais des codes plus serrés. Donc, j'étais Mhm. plutôt sur un 55-45. 55-45. Écoute, moi, en gros, je vais expliquer ça de manière très précise et exhaustive. En termes de skills purs, en termes de compétences pures, euh, je pense qu'on est sur un 50-50. Je pense vraiment que les deux se valent. Elles sont toutes les deux très, très fortes. Euh, Si Rose est dans un grand jour, ça lui fait gagner 5%. Si Rose est dans un mauvais jour, ça lui fait perdre 10%. Parce que pour moi, Rose est irrégulière dans ses performances. On l'a déjà Mhm. vu être extraordinaire de chez extraordinaire. On l'a déjà vu être plutôt très décevante. Et on l'a déjà vu, on va dire, dans sa moyenne. Au-delà de ça, il y a aussi la montée en poids qui est un gros point d'interrogation et qui me donne envie de lui faire perdre quelques pourcentages. Et donc, si je mets tous les cas de figure les uns à côté des autres, je suis sur une moyenne comme toi, avec un 55-45 à l'avantage de Manon. Euh, En voyant hier soir les codes de Paris sur unibet.fr, j'étais un peu surpris, je dois avouer, 65-35. Je savais que Manon était favorite parce qu'on en avait déjà discuté, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et donc, je suis allé voir les codes d'ouverture aussi à l'international. Et en fait, ça a ouvert à 63, 63, donc 37. Et l'argent est rentré sur Manon à l'international. Ce qui signifie que de base, on était plus déjà dans ces alentours-là. Et les gros parieurs sont en désaccord. Ils trouvent que Manon devrait être plus favorite, en gros. C'est comme ça que je le lis. Donc, c'est assez intéressant. Ça va nous permettre de bien discuter de ce combat sur le pourquoi toi tu te rapproches plus dans 55-45. Euh, alors, Mais comme d'habitude, juste ouais. pour te dire, avant de tout analyser, j'avais mis un 50-50 et à la fin, j'ai mis un 55-45. Donc, tu vois, il est là le Hmm. 55. Bon, on le voit peut-être pas bien aussi. Si, je l'ai Et, vu. Je l'ai et vu. donc, et donc, bah, c'est drôle parce que je te rejoins complètement sur ça. Ouais, Donc je vois au niveau des skills, je vois même un léger avantage pour Rose en termes de technique et de variété. Enfin, ouais. sur l'aspect technique, je vois Rose légèrement au-dessus, mais je pense qu'en faisant un petit peu le général, je vois quand même à la fin Manon favorite, ouais. Mais Ah, ça va être intéressant d'en parler. j'étais assez étonné de les voir aussi hautes enfin les hautes quoi, tout simplement. Mm, Parce mm. qu'il y a aussi peut-être une question expérience à haut niveau dont on va parler maintenant, parce que je vais un peu faire le profil sportif Mm, de mm, part et d'autre. C'est clair que Manon, elle est en plein dans son ascension, ce qui signifie qu'elle n'a pas encore eu les gros challenges de la division bon, à part son dernier. Après, voilà, elle n'est pas passée par les combats faciles pour arriver dans le top de la division. Mais de l'autre côté, on a l'ancienne championne strawweight qui a eu la ceinture 2 fois, qui est allée la rechercher après l'avoir perdue et qui a vraiment, au cours de sa carrière, directement baigné dans les gros combats parce que voilà, elle fait partie du roster initial de la division. Donc justement, pour ceux qui connaissent pas très bien Rose, donc Rose, elle vient de la division d'en bas, des moins de 52,5 kilos. Elle monte chez les flyweights, c'est 57,6. On va pas s'ennuyer avec les décimales. Elle a un palmarès de 11 victoires pour 5 défaites. Et son palmarès à l'UFC, c'est 9 victoires pour 4 défaites. Donc elle a signé quand elle était à 2 victoires pour une défaite. Sur ces 5 derniers combats, en fait, je vais prendre un plus long échantillon, je pense. Je prends à partir de 2017. Donc en 2017, elle finalise Michelle Watterson. Grâce à ça, elle obtient le title shot contre Johanna. Elle la bat dans le premier round sur KO. Johanna, on lui donne sa revanche. Rose gagne à la décision. Donc elle confirme que c'était pas un lucky punch parce que certains narratifs essayaient de dire ça. Ensuite, elle défend contre Jessica Andrade. Elle est en train de faire une masterclass, mais elle se fait surprendre par le slam. Elle perd donc par KO. Elle revient contre Jessica Andrade, qui à ce moment-là n'était plus championne. Elle gagne à la décision partagée.
Ensuite, elle a son title shot contre Weili Zhang. Elle récupère son titre sur un KO par high kick en tout début de premier round. Elle défend par décision partagée et puis elle perd sa ceinture dans son dernier combat contre Carla Esparza, le combat le plus décevant historiquement à l'UFC, qui est dans le flop 2, peut-être avec Ngannou contre Lewis, et peut-être avec beaucoup plus loin dans le passé Nate Quarry contre je sais plus qui. C'est le combat où tout à la fin, il y en a un des deux qui pète un plomb, et je sais plus, c'est ça là? Il avançait vers l'autre en faisant le robot comme ça. Je sais pas si ça te Ah, dit quelque chose, c'est tout non, vieux ça me quoi. dit rien. En gros, t'en as un des deux qui voulait vraiment combattre et t'as l'autre qui évitait le combat. Et donc, tout à la fin, t'en as un, il pète un plomb et il commence vraiment à. Je sais même pas comment il fait, tu sais, il commence à avancer comme ça vers l'autre. Il faudrait que je retrouve les images, c'était n'importe quoi. Donc, ça, c'est pour Rose Namarunas. Pour Manon, bah, on la connaît beaucoup mieux. Hein. 10 victoires, une défaite. Sa défaite, c'était une décision partagée dans son tout premier combat. C'était au Cage Warriors. Hein. Mhm. On y était, on Jim partageait McCourt. voilà, on partageait le vestiaire avec elle pour la petite anecdote. Et donc ici, je vais juste citer tous ses combats à l'UFC. Elle a 5 victoires, 0 défaite à l'UFC. Donc elle commence contre Victoria Leonardo. Elle gagne par TKO dans la deuxième reprise. Elle confirme avec de nouveau un TKO dans la deuxième reprise contre Tabata Ricci, qui est en train de faire une belle ascension dans sa carrière. Ensuite, 3 décisions unanimes contre Bueno Silva, Jennifer Maya et Caitlin Chukagian. Donc voilà, un combat qui sur papier, en termes de palmarès et tout, est assez équilibré. Donc maintenant, c'est 6 victoires par KO et 4 par décision. Et c'est vrai que je n'ai pas dit pour Rose. Rose, elle en a 2 par KO, 5 par soumission et 4 à la décision. Parlons de Rose, force et faiblesse. Je t'en prie. Bah, je pense que tu l'as déjà un petit peu dit, hein, sur ses faiblesses et sa régularité. Donc pour la présenter, moi je la présenterais vraiment comme une grappleuse, grappleuse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, grappleuse, strikeuse. Donc elle est connue pour son striking qu'elle a réellement développé sur ces dernières années. Mais c'est une très très bonne grappleuse et elle l'a démontré sur ses derniers combats. Techniquement, moi je la trouve, je pense que c'est une des, ouais, techniquement c'est une des meilleures dans les catégories féminines en dans sa manière de combattre, de se déplacer, travail de feinte, les angles. Donc c'est une droitière, mais elle change de garde aussi. Elle change de garde. Alors elle a été, pour moi, ce qui a vraiment vraiment fait développer son style, c'est quand elle a commencé à travailler, enfin quand elle a commencé, depuis qu'elle travaille avec Trevor Whitman. C'est vraiment là où moi je trouve que techniquement c'était assez incroyable. Et elle s'entraîne aussi en parallèle, bah, avec son mari, hein, Pat Barry, qui est un ancien strike combattant heavyweight, kickboxer on va dire, Ouais. qui est pas, je sais pas du tout si ça la freine pas un petit peu, tu vois, c'est en lien avec des fois ses erreurs et ses baisses de performance. Mais oui, Mais parce que je t'interromps parce que c'est intéressant, mais il me semble, enfin non, j'en suis sûr en fait, mais je sais plus pour quel combat c'était, mais il y a un combat où Pat Barry n'était pas dans son coin et ils en avaient discuté. Je sais plus si c'était dans le countdown ou dans le Embedded, mais justement, il s'était ouvert à ça par rapport à la difficulté que c'était d'avoir ils sont fiancés, est-ce qu'ils sont déjà mariés? Peu importe, c'est pas que ça change grand-chose. mmh, Et voilà, ils étaient exprimés ouvertement là-dessus en disant que c'était quand même très compliqué d'avoir ton fiancé dans ton coin et aussi pendant toute la Fight Week parce que bon, c'est émotionnellement t'es très investi et donc ils avaient fait un combat sans que ce soit le cas et justement ça m'avait surpris quand j'avais vu que Pat Barry revenait dans son coin pour le combat d'après. mmh, mmh, mmh. Donc ça, enfin voilà, c'est une particularité. Tu me demandais sur les particularités. Je pense que ça l'est aussi sur son entourage, hein, pour se préparer. Et puis, elle a montré des belles choses, tu vois, en lutte, sur ses derniers combats, notamment contre Weili Zhang. Et, et je pense que c'est une combattante qui peut suivre un game plan de manière parfois trop contrôlée. On l'a vu sur le flop dont tu parlais. Mais ça reste intéressant. Donc, assez prudente. Elle est défensivement, elle est en place. Alors ça, c'est un truc que je m'interroge et que j'ai hâte de voir, c'est son aspect physique. Euh, Parce que bah, comme son mari est un ancien poids lourd, qu'elle a un visage assez
et un physique un peu enfantin, tu vois, elle paraît vraiment fine hein, comme ça, tu vois, petite, Hmm. fluette, mais je pense que c'est pas le cas, tu vois. Je pense que c'était une solide strawweight, elle était assez costaud dans la cage, et donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte de voir une fois dans la catégorie supérieure, et je me demande si c'est pas, alors évidemment c'était peut-être pas la meilleure idée de commencer dans la catégorie du dessus avec Manon Furo, qui je pense est une solide flyweight, tu vois. Mhm. Mais cette interrogation-là, je pense elle sera pas si fluide que ça, tu vois. Il y aura pas une si grosse Mais différence je sais physique. pas si t'as vu le super chouette film d'ailleurs de RMC sur le combat. Ils sont allés Hmm, interviewer Rose et c'est un ballon de foot sa tête. Enfin, tu vois, tu sens qu'elle bon, elle a pris sa montée au sérieux. Mais moi justement, j'avais cette question de me demander si c'était judicieux comme décision, de manière générale. Hein, donc évidemment, je te rejoins. Faire ton premier combat dans la division supérieure face à Manon, qui est quand même très physique pour la division, c'est peut-être pas le meilleur choix sur ce plan-là. hmm, Mais même de manière générale, sur le long terme, je trouve ça particulier parce qu'en fait, Weili Zhang a de nouveau la ceinture. Elle a 2-0 contre Weili Zhang, donc ça m'aurait paru logique qu'elle reste dans la division et qu'elle hmm. cherche à récupérer son titre. Après, j'ai vu une interview où elle dit bah, j'ai déjà eu le titre Strawweight 2 fois. Ça m'apporte rien d'aller le chercher une troisième fois, donc j'ai cherché le titre de la catégorie au-dessus, ce que je peux totalement entendre sur le challenge sportif. Mais j'avais été surpris, franchement, dans le film de RMC, j'ai l'impression qu'elle est vraiment gonflée, quoi, gonflée à Bollock, et c'est presque bizarre parce que elle a plutôt des traits fins, et Ouais, ouais, là, ouais. on la reconnaît quasi pas, quoi. Ouais, non, non, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, je la revoyais face à Paige Van Zant, tu vois. Et physiquement, elle n'était pas du tout ridicule. Et pour avoir croisé Paige Van Zant, c'est pas, elle est, elle est costaud, quoi. C'est pas, elle est assez balèze, tu vois, et assez grande. Donc, Ouais, et puis de toute façon, de temps en temps, il faut pas se fier que au physique. Je pense que quand elle frappe sec, et ouais, quand elle grappe, ouais, technique. Enfin, là, par contre, sur le plan du grappling, je sais pas. Je pense qu'elle était juste dans la moyenne des strawweight. Elle n'était pas en déficit de force. Elle était dans la moyenne strawweight, mais sa technique le rattrapait sur les phases de lutte. hum, hum, hum. C'est comme ça que je lisais. Enfin, que je lisais. Par contre, techniquement, comme tu l'as dit, techniquement, elle était au-dessus de toutes les strawweight, ce qui lui permettait de générer de l'impact et de la percussion dans ses frappes, Dans les frappes, oui. voilà, sans que ce soit visible. Un peu comme Hum, Charles Oliveira, tu vois. Charles Oliveira, quand tu vois son physique, tu te dis pas, ok, c'est un gros puncher, et pourtant ça frappe dur parce que techniquement il est au rendez-vous. Euh, hum, hum. je sais pas Mais il est si on gros, est. Charles Oliver. Ouais, mais tu vois, enfin Ouais. son physique te fait pas penser non plus Non, au non, gars non, qui c'est ça. va, voilà, qui a Donc, cette frappe hum, de hum, hum. knockout, enfin qui a ce knockout power sur une frappe, et pourtant il l'a, tu vois. Ouais, C'est ouais. Justin Gaethje qui avait dit, j'ai jamais été frappé aussi fort que Charles Oliveira. Mais c'est pour ça que ça fait partie des grosses interrogations sur ce combat-là. Ça va vraiment être sur cette montée. Et parce que à la toute base, moi, dans les chiffres, j'aurais eu tendance à être Manon en me disant non, Manon, elle va être vraiment physiquement trop balèze pour elle et ça va être trop, quoi, tu vois. Mais je suis pas sûr. Et donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de les voir toutes les deux dans la cage, voir s'il y a vraiment une caté de différence ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intriguant, et Et on va très vite le voir, à mon avis. Et d'ailleurs, au niveau de sa taille, elle fait 1 mètre, elle est annoncée à 1,65 m, Rose, Ouais, hein, ouais, 1,65 m, ce qui est une taille, ouais, moyenne, tu normal, vois, hein, ouais, moyenne, normale. ouais. Et Manon a 1,69 m. Ouais. Donc elles Bah, sont pas non plus immenses, tu vois, pour la KT. Il y a des nanas qui sont plus grandes que ça, hein. ouais, ouais, ouais. Après, elles font partie quand même de la moyenne haute, je pense. En tout cas, Rose, chez les strawweight, c'était moyenne haute, mais Oui, moyenne oui, quand tout même. à fait. Et là, quand elle se retrouve chez les flyweight, elle sera plutôt dans la moyenne, voire la moyenne basse. Mm. Euh, Moi, j'ai quelques points en plus pour Rose, parce que, comme je disais, j'étais fort intéressé par les déplacements. Ouais, La façon dont utilise Rose dans ses déplacements, c'est une force et une faiblesse. Euh, pour moi, ces déplacements sont pas du tout économes, ils sont plutôt énergivores, ce qui signifie que plus le combat avance, moins ces déplacements sont une force pour elle, et elle doit changer son jeu euh, en cours de combat.
parce que quand elle fatigue au point de plus pouvoir utiliser ses déplacements comme une force, elle devient un peu plus statique. Mhm. Mais récemment, je trouve qu'elle a développé un jeu statique qui est plus efficace. Donc, en début de combat, elle va utiliser beaucoup de in and out très longs, vraiment des grosses step in, des grosses step out sur des angles. Elle n'est pas vraiment linéaire, elle change chaque fois d'angle. Donc ça, c'est très compliqué pour se positionner par rapport à elle. Et donc, pour moi, elle a trois objectifs dans ses déplacements. Le premier, c'est faire manquer. Donc, elle va vraiment rentrer comme si elle allait attaquer. Et face à une contreuse, ça fonctionne bien parce qu'au moment où son adversaire veut contrer, ben, elle est hors de zone et donc elle va beaucoup réussir à frustrer en provoquant des low kicks qui ratent ou en provoquant de l'anglaise dans le vent. Euh, Ça peut lui permettre de casser le rythme. Donc forcément, c'est elle qui décide quand on est dans une zone où on peut se toucher et quand on est dans une zone on va dire d'attente ou en tout cas où il n'y a pas d'action possible. Et ça peut lui permettre de créer des attaques surprises parce qu'à force de rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir sans attaquer, à un moment, elle peut rentrer encore plus et attaquer. C'est comme ça qu'elle a surpris, je pense, voilà, c'est ma lecture du jeu, c'est comme ça qu'elle a surpris Johanna et Weili dans le premier round, dans leur premier combat respectif. Euh, Par contre, quand elle commence à fatiguer, elle utilise moins ses in and out et elle va plutôt transférer son poids de droite à gauche plutôt que d'avant en arrière. Et donc, elle se transforme un peu plus en boxeuse pure. Elle va moins utiliser ses jambes, elle va moins utiliser une variation de distance en court, court loin, mais plutôt bouger sa tête sur des angles pour aller chercher des contres en anglaise. Et elle a un jeu qui varie de plus en plus. Donc ça, je l'avais noté, tu l'as très bien dit, elle a une variété d'attaques, surtout sur le nombre d'attaques qu'elle envoie. Soit elle envoie rien, donc c'est ce qu'on considère une feinte, soit elle l'attaque sur un single shot, soit elle va envoyer des combinaisons courtes. Et donc c'est difficile, j'en parle très souvent, pour un adversaire de voir ton adversaire rentrer dans une zone d'échange et ne pas savoir si c'est une feinte, un single shot ou une combinaison. Et Mhm. alors, elle contre pas spécialement en synchronisé. C'est une combattante qui va plutôt initier l'action ou bien contrer de manière délayée, laisser son adversaire attaquer et puis suivre derrière après avoir défendu correctement. Et alors le dernier point, tu l'as souligné, c'est surtout dans la fatigue, elle lutte de mieux en mieux. Et ça, pour moi, ça fait partie de cette faiblesse dans la fatigue. Donc, le fait qu'elle puisse plus utiliser la qualité de ses déplacements dans la fatigue, bah forcément, si tu luttes, tu n'as plus besoin de te déplacer debout parce que tu es au sol. Bon, ça paraît bête ce que je dis, mais Mhm. c'est comme ça que je vois l'évolution de son jeu. C'est vraiment ça. C'est OK, tu es très forte quand tu peux te déplacer, mais dès le moment où tes déplacements sont plus lents ou moins précis, c'est là où tes adversaires commencent à trouver des ouvertures. Je pense notamment aux deux combats de Jessica Andrade où elle commence super fort et puis quand elle commence à fatiguer, Jessica Andrade revient dans le combat alors qu'elle était inexistante sur les 3 premières minutes. Et donc là, elle commence à trouver un style qui est fonctionnel avec de la fatigue. Je ne sais pas si tu as un peu cette lecture aussi auprès de Rose. Ouais, ouais, c'est vrai que bah, j'avais vu ça, je savais pas si c'était sur le compte de la fatigue, mais c'est vrai que c'est une lecture intéressante, ouais. Mm. Mhm. Et donc, dans, à ce niveau-là, on parle plus vraiment de faiblesse, mais pour que son style fonctionne, elle a besoin d'espace et elle a besoin d'être sur le lead, selon moi. Elle a besoin vraiment d'être au centre de la cage ou même de mettre Mhm. son adversaire sur dos à la cage. Et je trouve qu'elle est beaucoup moins performante quand elle est mise sous pression. Un peu à l'image d'Israël Adesanya, je pense qu'elle est compliquée à mettre sous pression de par la qualité de ses déplacements, mais plus le combat Mhm. avance, plus c'est possible de le faire. Et ça, on en parlera pendant la partie game plan. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour sur Rose. Passons Ouais. à la française. Comment décris-tu Manon? Je pense que tu vas commencer par quelque chose. Tu as dit que Rose était droitière. Et je sais qu'on n'apporte beaucoup d'importance ici à la garde ouverte ou la garde fermée. Tu vas commencer par dire que Manon est gauchère. Ouais. Et je te laisse continuer sur les autres aspects de son style. Alors, tout à fait. Je la vois beaucoup moins changer de garde, par contre. Mhm, Euh, donc, je sais pas du tout enfin, si ça va être dans son jeu, mais en tout cas, c'est vraiment une gauchère. Euh, bon, on va pas sans surprise, un strikeuse, mais alors un striking on voit qu'il y a l'influence du karaté derrière. Mais vraiment, très très fort. Et bien qu'elle ait fait une reconversion en kickboxing et en boxe thaï,
il y a des années de pratique de karaté qui se ressentent énormément. Donc moi, ce que je retiens surtout sur son travail, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ses sidekicks, hein. Donc les sidekicks sont vraiment très beaux. Euh, c'est une strikeuse qui a, comment dire ça? Bah, je pense, tu vois, dans le karaté, elle va vraiment rentrer, casser la distance pour frapper. Et elle va beaucoup moins utiliser de feintes, de contre, ce genre de choses. Donc c'est une strikeuse qui va chercher plutôt les frappes puissantes. Et chaque frappe, elle est là pour toucher, pour faire mal, pour mettre KO. Euh, je pense, en tout cas, comme on l'a dit, hein, sur l'aspect physique, elle est bien préparée, je crois. Euh, c'est une vraie athlète physiquement. Et sur l'aspect cardio, hein, vu ce que disait son coach Aldric, c'est assez solide, tu vois. Donc c'est une combattante qui est très entraînée. En lutte, une lutte décente. Elle nous a montré des belles choses, hein, sur ses avant-dernières sorties, enfin, à l'UFC, capable de mettre au sol, contrôler. C'est une ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être qu'elle est passée marron depuis. Mais en tout cas, ça va pas du tout. Elle est tout à fait décente, mais en tout cas, c'est pas le choix dans lequel elle va combattre, hein. Elle reste debout, travaille sous pression, va chercher à garder le centre. Euh, ouais, voilà. Comme ça que je pourrais le présenter. Sur les faiblesses, comme je viens de le dire, je trouve que l'aspect un peu trop karaté de rentrer pour marquer, entre guillemets, pour rentrer directement, sans forcément de préparation et en cherchant le coup très puissant, pour moi, ça me semble parfois un petit peu dangereux. Donc on la voit rentrer complètement à distance. Et une des différences aussi, c'est que je la trouve moins dans le flow qu'une Rose, tu vois. Donc elle peut rentrer, mais en ne pensant qu'aux coups qu'elle porte et non pas aux coups qui peuvent être portés, tu vois. Donc ça, c'est peut-être dans les faiblesses que je vois. Et puis bah, j'aurai les interrogations sur le sol une fois mise au dos. Pour l'instant, elle n'a pas été mise en difficulté sur ce plan-là, si ce n'est sa seule défaite qu'elle a eue contre Lim McCourt, qui est une excellente judokate, mais là on était sur un niveau en judo euh, assez conséquent, quoi. Elle est vraiment forte, Lim McCourt. Je me suis regardé le combat et ouais, des belles amenées au sol. Donc Et ça remonte aussi. ça remonte bien Ouais. évidemment, mais c'est pas 10-15 ans, tu vois, c'est 5 ans. Et pour l'instant, elle n'a eu, je me rappelle pas avoir une adversaire qui a souhaité la mettre dos au sol, tu vois ce que je veux dire? Ou qui l'a mis dos au sol. Euh, Là, je regarde les stats, mais j'ai pas revu ce combat pour la préparation. Ça me semblait pas utile de le faire, mais je vois qu'elle a pris un takedown et c'est le seul qu'elle a pris à l'UFC contre Jennifer Maia. Ouais. Maintenant, je t'avoue que je sais pas, peut-être qu'elle se relève directement. Je vais essayer de voir sur les stats ce qu'il en est. Donc, attends, le takedown pour Jennifer Maia, c'était au premier round, au deuxième round, et elle a 28 secondes de contrôle derrière. Donc, à mon avis, maintenant, se relève directement, quasi directement. 28 secondes, c'est pas directement, hein. Oh, bah, le truc, c'est C'est que, une demi-minute. enfin, ouais, mais Mais UFC Stats, ça considère aussi le clinch. Tu vois, ah oui. Mm. il n'y a pas Mais que le sol. Donc, ça reste intéressant quand même ça reste une interrogation. Donc là, la question, elle est pas de dire qu'il y a des faiblesses, elle est de dire qu'il y a des zones d'ombre, tu vois. Et qu'est-ce que ça donnera de au sol face à une bonne grappleuse, tu vois ce que je veux dire? Mm, ouais, c'est intéressant. Je vais voir si j'ai des trucs à compléter, mais je pense pas. Moi, je pense que j'avais. Oui, donc, c'est marrant parce que mes deux premières lignes, c'est Southpaw et Karate Style. La troisième ligne que j'avais notée, c'était sa variété d'attaque. Je crois que j'avais fait une analyse là-dessus, statistique, mm, sur le nombre de coups portés aux jambes de l'adversaire, au corps de l'adversaire, à la tête de l'adversaire, était quasi sur du 33% à chaque étage. Et mm, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, elle varie les attaques, ce qui signifie que défensivement, pour ses adversaires, c'est un peu compliqué d'anticiper ce qui va venir et ça va être intéressant d'en discuter par rapport au,
au game plan parce que ouais, j'ai notifié quelque chose d'intéressant sur Rose par rapport à ça. Et alors moi sur la partie faiblesse, il y en a une, c'est pas vraiment une faiblesse, mais je le note toujours quand c'est le cas, parce que c'est le cas de Max Holloway par exemple. C'est quand tu forces l'action et que tu blitzes, ça recule en ligne. Tu vois, ça désengage pas sur un angle. Donc je vois pas ça comme un défaut, mais je vois ça comme une habitude qui est exploitable pour prendre de l'espace pour forcer la pression, etc., etc. Et alors, le deuxième truc que j'ai vu, c'est il y a une tendance à pencher sur le côté ouvert. Donc, défensivement, à pencher la tête sur le côté gauche. Il y a beaucoup chassé avec le bras arrière aussi. Donc, ça, encore une fois, c'est pas un défaut parce que c'est un système de défense. Mais si ça devient un pattern anticipable, il y a des ouvertures qui sont trouvables là-dessus. Et on va en discuter dans la partie game plan. Par contre, tous ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que la vidéo arrive à son terme et c'est logique parce que j'ai déjà émis mon stress de Trevor Whitman, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui a certainement remarqué que Aldric Cassata passait beaucoup sur notre chaîne et qui s'est dit tiens, je vais aller regarder ce que eux disent du combat. Et donc, on va quand même faire l'analyse game plan, mais on va la réserver aux membres de notre chaîne parce que voilà, on a des membres sur la chaîne. Il est temps de les remercier avec des vidéos exclusives. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, de voir la partie game plan et pronostic entre Brian et moi. On vous invite à faire une petite aide financière pour continuer à améliorer la production de la chaîne et tous les formats qu'on peut proposer. Nous aussi, ça nous permet de libérer plus de temps. Nous, c'est notre façon de remercier ceux qui sont déjà membres de la chaîne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc déjà, merci à vous tous. Et ça me permet de me rassurer sur, écoute Trevor, si tu veux regarder notre analyse, paye fieu.